Bonsoir, chers téléspectateurs. Comme promis, nous nous retrouvons pour l'émission Zoom sur. Alors ce soir, nous avons un sujet clé pour des acteurs clés de notre système de santé d'urgence, qui est le SAMU, le service d'aide médicale d'urgence. Il y a 2 ans, le SAMU voyait le jour avec une ambition forte, sauver des vies partout, à tout moment. 2 années plus tard, quel est le bilan? Pour en parler ce soir, nous avons avec nous Dr Cheikh El Moustapha Erbi, qui est le directeur du SAMU, mais également avec nous Dr Sid Ahmed Limam, qui est le chef département de formation et qualité du SAMU. Bonsoir messieurs, merci de vous joindre à nous pour parler d'un sujet qui est très très important. Le SAMU, aujourd'hui, ça fait 2 ans après sa création. Quel regard portez-vous aujourd'hui? Quel est le bilan, disons, que vous avez de ces 2 dernières années? Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala nabiyil karim. D'abord, merci de nous avoir invités sur votre plateau pour parler du SAMU, du service d'aide médicale urgente. Quand même un service ou un établissement qui sauve des vies, on ne peut pas imaginer mieux. Voilà, nous venons juste d'éteindre notre 2e bougie, 2 ans, mais au bout de ces 2 ans, je peux dire avec fierté que le SAMU a franchi des étapes essentielles avec nos ambitions ou nos objectifs un peu ambitieux, c'est de mettre en place un système de réponse d'urgence efficace et former des équipes d'urgence, équiper des ambulances, mettre en place un centre d'appel qui travaille H24, c'est-à-dire pour répondre c'est-à-dire aux appels de détresse. Quand même, ces bases sont déjà solides après 2 ans. Certes, nous sommes encore au début du chemin, 2 ans c'est trop peu pour un projet ambitieux comme le nôtre, et nous avons beaucoup de défis encore, mais quand même, sur ces 2 ans, nous avons pu c'est-à-dire faire une dizaine de milliers d'interventions, exactement 10 550 interventions, qui nous a permis de sauver des centaines de vies. Et nous devons tout ça à l'engagement de nos équipes et aussi le soutien du département, du ministère de la Santé, du gouvernement, et aussi au soutien de certains partenaires à cet établissement naissant. Donc, le bilan est très riche et encourageant parce que déjà, sur 2 ans, le fait de pouvoir mettre tous ces bases solides sur place et pouvoir faire une dizaine de milliers d'interventions, actuellement, nous sommes à peu près à 35 interventions par jour en moyenne, ce qui fait à peu près 1000 interventions par mois. C'est quelque chose qui est déjà très intéressant. Avant de revenir sur, j'ai retenu quand même 2 mots concernant, vous avez parlé de former, vous avez parlé d'équiper, et pouvez-nous mettre dans le bain, revenir sur vraiment sur l'objectif premier, les objectifs premiers du SAMU, généralement le SAMU. Qu'est-ce que ça veut dire pour que les Mauritaniens sachent davantage ce service? C'est pour eux, mais à quel moment appeler le SAMU? Voilà, en fait, le SAMU, c'est un service qui existe partout dans le monde, du moins dans le monde développé. Et ces missions, comme étaient décrites par le décret créant le SAMU, c'est de planifier, organiser et développer toutes les activités de secours médical. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la régulation médicale et la coordination pour la meilleure prise en charge entre les différentes structures du ministère de la Santé pour une meilleure prise en charge des patients et aussi donner sur le lieu de détresse une prise en charge adéquate pour sauver des vies. Comme vous savez, nous avons ce que nous appelons les maladies sensibles au facteur temps, les angines de poitrine, les infarctus du myocarde, les accidents de la circulation, les pertes de connaissance, les accidents vasculaires cérébraux, les chutes d'un lit élevé, les noyades, les hémorragies surtout et les accouchements difficiles chez nos femmes. Donc,
ces genres de trucs, si on n'arrive pas à intervenir sur le lieu de l'accident avec une intervention bien préparée et bien structurée et organisée, donc le malade n'arrivera pas ou ne pourra pas arriver à l'hôpital vivant et viable. Donc l'émission, ça aussi, c'est c'est-à-dire participer à l'élaboration d'un plan d'urgence, d'une stratégie d'urgence, bien sûr en collaboration avec les autres structures publiques et privées du pays, c'est-à-dire avec la police, avec les forces d'ordre, avec la protection civile. Donc, l'élaboration d'un véritable plan pour prendre en charge toutes les situations d'urgence et aussi la formation. Le SAMI, avec son âge qui se compte encore en semaines, il est devenu un peu la référence dans la prise en charge préhospitalière et les secours médicaux, c'est-à-dire aux urgences orthographes. C'est-à-dire que le SAMI, actuellement, c'est lui qui assure les simulations et les formations pour la faculté de médecine et pour notre école de santé. C'est déjà une confiance pour un établissement qui vient de naître. D'accord. Docteur Sid Ahmed, je suppose que vous rejoignez docteur Cheryl Moustapha concernant la formation, déjà. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, docteur Cher, de la nécessité vraiment d'intervenir structurellement, mais d'intervenir ici à temps. Donc, est-ce que nos équipes ou vos équipes que vous avez mis en place sont assez formées ou ça vraiment comment faire face à certaines situations d'urgence, puisqu'on est quand même seulement qu'à la deuxième année? Bismillahirrahmanirrahim. Je remercie la télévision mauritanienne pour cette opportunité. Je vous remercie personnellement de m'avoir donné la parole. Donc, je pense, comme l'a dit monsieur le directeur, le rôle du SAMI n'est plus à démontrer dans la prise en charge préhospitalière des patients. Surtout, c'est un système, c'est en quelque sorte un maillon qui manquait à notre chaîne de santé. Il y avait les hôpitaux, il y avait les centres de santé primaires, les centres tertiaires, mais il n'y avait pas de prise en charge préhospitalière. Donc cette prise en charge préhospitalière, elle est utile dans la mesure où elle intervient dans les maladies ou les affections sensibles au facteur temps. L'OMS considère que la morbimortalité dans les pays à revenus faibles et intermédiaires comme le nôtre, cette morbimortalité est liée à deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'absence de prise en charge préhospitalière. Et le deuxième facteur, c'est l'absence de transport en préhospitalier, transport médicalisé en préhospitalier, ou les deux facteurs. Selon toujours l'OMS, 25% de la mortalité liée au fléau routier, aux accidents de la circulation routière, serait diminuée par l'existence d'un service préhospitalier. C'est pour cela que les autorités publiques ont vu la nécessité, vu toutes ces données-là, de doter la Mauritanie d'un système de prise en charge préhospitalière. Donc la pertinence est là, le besoin est là. Et comme l'a dit monsieur le directeur, nous, depuis 2 ans, nous sommes en train de travailler sur ce système pour doter la Mauritanie d'un système préhospitalier. Ça a commencé avec les unités mobiles de sécurité routière qui étaient disposées sur les axes routiers du pays, déjà pour donner une réponse rapide aux victimes de ces accidents de circulation routière. Puis après, ça s'est transformé en système de SAMI carrément, un service d'aide médicale urgente au niveau de Nouakchott depuis le 19 juin 2023. Donc si je peux me permettre, cela est différent du système ambulancier qu'on a, le traditionnel système ambulancier qu'on a dans les hôpitaux, qu'on appelle... oui, c'est différent. En fait, les ambulances qui sont au niveau des hôpitaux servent à faire ce qu'on appelle le transfert secondaire entre les deux structures de santé si le patient en question ne peut pas être pris en charge au niveau de l'hôpital dans lequel il est, ou il a besoin d'une exploration pour la faire ailleurs. Donc, alors que le SAMI, c'est un système de soins par essence. Donc, c'est un système de soins qui intervient dans les détresses vitales qui dépendent du temps. Si on n'intervient pas dans ces détresses-là, le patient risque de perdre sa vie. Monsieur le directeur a donné des exemples, les urgences obstétricales, une femme qui va accoucher, un accouchement difficile, qui saigne, un accidenté de la circulation, qui perd connaissance, et il ne peut plus respirer une respiration normale. Donc, si on ne lui apporte pas une assistance respiratoire, on risque de le perdre. Voilà. Donc, je vais revenir un peu à votre question sur la formation. La formation dans ce domaine d'urgence préhospitalière et dans le domaine d'urgence d'une façon générale constitue la pierre angulaire du projet. Pourquoi? Parce que dans le domaine de l'urgence, ce n'est pas comme la consultation. Un médecin qui fait une consultation, il a le temps d'interroger le patient, il a le temps de réfléchir, il a le temps de consulter Internet, il a le temps de demander l'avis d'un collègue.
parce que l'état du patient le permet tout simplement. Mais dans le cadre de l'urgence, surtout l'urgence pré-hospitalière, la formation doit être systématisée. Et ce n'est pas une formation médicale étoffée en termes de théorie, mais c'est des gestes qu'on doit savoir, c'est des réflexes qui doivent être établis chez le secouriste. Devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et prendre la décision à temps et l'exécuter. Donc, c'est pour cette raison-là que la formation a commencé avant la mise en place d'ISAMI, avant son lancement. Et c'est une formation qui est continue tout le temps, toute l'année. Nous sommes l'une des rares structures de santé ou même tout secteur confondu du pays où la formation se déroule 12 mois sur 12. Donc nous avons commencé, je pense, la première formation en 2025, une formation en vulgarisation de secours pour le personnel de la région de Nouakchott. C'était le 6 janvier ou le 4 janvier. Donc il est rare qu'une structure étatique, publique, fasse un programme de formation au mois de janvier, puisque souvent on dit que c'est le début de l'année et qu'il n'y a pas d'activité. Mais nous, toute l'année, nous sommes en formation. L'autre volet, c'est quoi? C'est que de formation, c'est qu'également, nous avons une formation, nous avons imaginé un programme de formation pour l'ensemble du personnel du SAMI. Donc tout le monde se forme. Les administrateurs font des formations en rédaction, font des formations en gestion de stress, font des formations en communication efficace, font des formations également par carte dans leur domaine de spécialité. Les opérationnels qui sont les infirmiers et les médecins et les ambulanciers qui sont sur le terrain, ils font des formations également dans leur domaine respectif. Et les gens du centre d'appel font des formations également dans la réception d'appels et la gestion des files d'appel. Alors, j'ai cru comprendre que le SAMI fait également des formations. Vous dispensez des formations au niveau de l'université également? Oui. Effectivement. Donc, dans le cadre de ces formations, nous avons deux types de formations. Nous avons les formations que nous appelons internes, donc qui profitent au personnel du SAMU pour aider nos personnels à être à jour. Puisque, comme vous le savez, la médecine, c'est du jour au lendemain, l'information, ça change tout le temps. Donc, il faut que nos personnels soient au courant des dernières recommandations de l'evidence-based medicine. Tout ce qui se fait actuellement dans le monde, on doit le savoir et connaître, le faire. Et nous avons également les formations externes, parce que les formations externes, comme l'a dit monsieur le directeur, font partie de la mission du SAMI, dans la vulgarisation de secours. Parce que notre objectif, c'est que quelqu'un qui est malade, un adulte qui est malade, accompagné d'un enfant à la maison, nous avons, c'est-à-dire l'ambition que cet enfant-là puisse appeler le 101 et savoir que si son père perd connaissance ou s'évanouit, ou il a un événement qui lui fait perdre sa connaissance, l'enfant peut prendre le relais et appeler le 101. Le 101, c'est le numéro... c'est le numéro gratuit du SAMI. Voilà. Donc l'objectif, c'est ça, c'est la vulgarisation. Donc ça veut dire que ces formations externes servent justement à vulgariser les soins, vulgariser la culture d'appeler le secours et vulgariser les premiers gestes de secours qui permettent réellement de sauver des vies. Vous parlez de 35 interventions par jour, mais quelle est la couverture géographique aujourd'hui, justement, la couverture du SAMU? Oui, en fait, cette histoire du SAMI a commencé depuis la fin 2019, début 2020, avec, comme vous savez, il y avait des histoires vraiment tristes vécues avec les accidents de la voie publique, avec des accidents parfois qui donnent une dizaine de décès en seul accident. Donc, l'État ou le gouvernement a commencé par mettre en place ce que nous appelons les unités médicales de sécurité routière. C'est-à-dire à une distance donnée, à chaque distance, il y a une équipe avec 2 infirmiers, un ambulancier qui sont dédiés, c'est-à-dire ou formés pour prendre en charge les urgences, c'est-à-dire les accidents de la voie publique. Donc, jusqu'à 2022, où nous avons commencé à mettre en place le SAMI, en fait, polyvalent, qui prend en charge toutes les urgences médicales. Et ça a été créé d'abord sous forme d'un programme. Et après, le lancement était le 19 juin 2023, depuis il y a de cela 2 ans. Et après, il a été transformé en établissement public à caractère administratif. Donc, actuellement, là où nous sommes, nous avons au niveau de la ville de Nouakchott 9 bases. Au niveau de chaque département de la ville de Nouakchott, des 3 régions de Nouakchott, il y a une base. Chaque base, il y a au moins 2 ambulances de types différents. Parfois, il y a 3
en fonction de l'activité, en fonction des besoins. Et nos ambulances sont de 3 types. C'est la classification universelle des ambulances, le type A, le type B, le type C. En fait, nous avons ce que nous appelons les véhicules d'intervention rapide, c'est-à-dire des véhicules tout-terrain qui sont dédiés, malgré qu'ils peuvent bien transporter les patients, mais elles sont plutôt dédiées au transport de renforts, en fait, en personnel ou en logistique. Et c'est l'ambulance aussi utilisée par nos médecins urgentistes maintenant qui sont de garde. Au cas où il y a une urgence qui nécessite un encadrement médical, ils peuvent rejoindre les autres équipes sur place pour encadrer médicalement l'intervention. Nous avons des ambulances, ce que nous appelons le support vital basique, qui sont dédiés à transporter des malades graves, parfois, mais ils sont stables. Ils nécessitent juste un monitoring, un traitement au cours de leur transport. Mais on n'intervient pas à bord. Et nous avons les ambulances type C, ou les SVA, c'est-à-dire le support vital avancé, sont des ambulances similées à des salles de réanimation complètement, dans lesquelles on peut faire tout ce que nous devons faire dans une salle de réanimation. C'est-à-dire, et c'est des ambulances aussi spacieuses qui permettent à l'équipe de travailler à bord. C'est-à-dire, on peut travailler en équipe 3 ou 4, on peut faire le massage cardiaque, on peut faire la réanimation cardio-respiratoire, on peut faire beaucoup. Et nous avons l'oxygène minéral, les gaz minéraux, donc qui permettent en fait de faire tout ce que nous devons faire dans une salle de réanimation. En fait, notre mission, nous sommes en service de secours, mais en service de secours médicalisé. C'est-à-dire que nous faisons pas, en fait, ne suivons pas l'approche de prendre le malade et courir avec. Non, nous ne transportons pas les malades, nous ne sommes pas en moyen de transport. Nous sommes en moyen d'assistance médicale, c'est-à-dire il y a une équipe des catégories différentes. C'est-à-dire on peut avoir dans une équipe un infirmier, qu'on peut avoir un technicien supérieur de santé, un médecin urgentiste même, ou un médecin réanimateur, anesthésiste. Ce médecin-là, c'est-à-dire, au besoin, il peut intuber le malade, il peut assurer la libération des voies respiratoires, commencer la réanimation à bord et amener un malade à l'hôpital avec tous les gestes nécessaires. Qui peuvent lui sauver la vie. Ouais, donc, si je comprends bien, vous êtes déjà, les actions que vous menez, donc vous êtes en coordination étroite et directement avec les autres structures hospitalières, justement pour pas seulement transporter le malade, mais le médicaliser, assurer sa survie jusqu'à bon port, jusqu'à l'hôpital où il aura beaucoup plus de soins. Donc ça nécessite quand même une certaine formation de qualité qui est dans votre domaine. Donc si je comprends bien, toutes les personnes qui travaillent au niveau du SAMU sont assez équipées, vous êtes assez équipés et vous êtes assez professionnels pour pouvoir vraiment avoir une gestion correcte de point A à point B. Effectivement. Je vais revenir un peu pour compléter ce qu'a dit M. le directeur. Donc il a parlé de la disposition qui existe au niveau de la ville de Nouakchott. Il a parlé de 9 bases qui sont disposées au niveau des différents muqata'a de Nouakchott. Il y a également les unités médicales de sécurité routière qui sont disposées, qui sont au nombre de 22, qui sont disposées sur les axes routiers. Donc ici à Nouakchott, les unités d'ISAMI sont des unités polyvalentes, comme il a bien précisé. Donc elles prennent en charge tout type de détresse vitale. Tout patient en détresse vitale, tout patient qui a une maladie, ils interviennent pour le sauver. Les unités mobiles de sécurité routière qui sont sur les axes routiers, elles sont spécialisées dans les accidents de circulation routière. Les axes routiers en Nouakchott? Non, sur tous les axes. Okay. C'est de Nouakchott jusqu'à Nema, Nouakchott jusqu'à Selibabi, Nouakchott jusqu'à Nouadhibou, Nouakchott jusqu'à Rosso. Donc sur tous les axes routiers, il y a... Mais seulement la disposition, la distance entre deux unités est dictée par le fait que cet axe-là soit accidentogène ou non. Selon les statistiques que nous avons menées, est-ce que sur cet axe-là, il y a beaucoup d'accidents. Donc on met les unités à 50 km chacune de l'autre pour intervenir. Si l'axe n'est pas accidentogène, cette distance peut être améliorée. Je vais revenir un peu à la coordination. Donc il faut savoir qu'au niveau du SAMI, nous avons ce qu'on appelle le centre d'appel, le centre de traitement des appels. Ce centre d'appel est le cœur du SAMI partout dans le monde. Il est connu. Donc son rôle, c'est quoi? Il reçoit les appels de détresse et cet appel de détresse est reçu par des opérateurs, on les appelle les assistants de régulation médicale, les ARM. Donc ces ARM sont disponibles et ils parlent toutes les langues nationales. Donc ça veut dire que si un soninké appelle par exemple, il a la chance de tomber sur quelqu'un qui comprend sa langue. Il n'est pas obligé de s'exprimer en français ou en arabe. Donc il trouve quelqu'un qui parle sa langue pour bien expliquer la situation. L'assistant de régulation médicale
va évaluer la situation. Il y a certaines situations où lui-même, il décide de déclencher la procédure. Lorsqu'on lui dit que c'est un accident de circulation, quel que soit le nombre de victimes, quel que soit le problème, il déclenche l'intervention. Si c'est un Nouakchott, il envoie à la base la plus proche. Si c'est des axes routiers, il connaît également la disposition des unités mobiles de sécurité routière, il va envoyer la base la plus proche. Si la situation n'est pas évidente pour lui, le médecin régulateur, il est juste à côté, et il prend le relais. Il va continuer, c'est-à-dire à interroger la personne pour savoir la nature du problème. Et c'est le médecin régulateur qui décide en ce moment-là de déclencher l'intervention. Une fois l'équipe médicale arrive sur le lieu, elle fait le point, et elle fait également un compte rendu immédiatement au médecin régulateur. Le médecin régulateur décide en ce moment-là du traitement, du protocole de traitement qui doit être fait et de la destinée du patient, là où le patient doit être amené. C'est ça le rôle de coordination principal. Et il décide en même temps, il y a deux types d'urgences. Il y a les urgences qui sont purement médicales. Donc, lorsqu'il s'agit juste d'un problème médical, quelqu'un qui a une hypoglycémie ou il a une tension qui est élevée ou un accident, il est blessé. Donc, ça, c'est un problème qui est purement médical. Le médecin régulateur, en ce moment-là, fait tout. L'équipe qui est sur place, elle fait les soins. Elle donne les traitements que le médecin régulateur a prescrit. Et elle va amener le patient, l'ambulancier, ils vont amener le patient vers l'hôpital le plus proche et le plus adapté à prendre ce cas en charge. Lorsqu'en plus du problème médical, il y a un autre problème, le médecin régulateur sollicite les services concernés. Et c'est ça le rôle de coordination. C'est quoi, à titre d'exemple, s'il y a un problème de sécurité? Nous sommes dans un quartier où il y a un problème de sécurité, où il s'agit carrément d'une agression. En ce moment-là, le médecin régulateur appelle la police de secours. Avec leur numéro, nous avons leur numéro. On les appelle, les polices de secours, nous envoient la patrouille la plus proche pour assurer la sécurité de l'équipe et des victimes jusqu'à qu'on les prenne en charge. Ou la gendarmerie en fonction de la disposition de Nouakchott. Si nous avons un problème d'incendie, par exemple, un problème qui nécessite un sauvetage, quelqu'un qui s'est précipité dans un puits, où il est tombé, où il est encastré dans un endroit, on appelle également la protection civile pour venir nous aider à désencastrer la victime. Donc ça veut dire que tout se joue au niveau du centre d'appel. C'est lui qui reçoit la détresse et c'est le médecin régulateur qui est en quelque sorte le pivot qui coordonne toute l'intervention. Donc vraiment, ce centre est vraiment important parce qu'il joue le rôle de régulateur justement des urgences. Est-ce qu'il joue aussi le rôle de régulateur de la pertinence de l'appel? Tout à fait. Parce que je suppose que vous avez déjà peut-être une ou deux fois eu un appel qui n'est pas très pertinent, disons. On a beaucoup d'appels malheureusement qui ne sont pas impertinents. Monsieur le directeur insiste sur parler de ça, il va parler de ça certainement. Oui, c'est important de parler de ça avec l'importance. Il a les statistiques, il va vous montrer. Il y a beaucoup de gens qui appellent pour des plaisanteries, il y a beaucoup de gens qui appellent pour insulter les gens, il y a beaucoup de gens qui appellent pour demander les queues, pour demander le crédit. Donc ça, c'est vraiment des comportements qui sont à bannir parce que nous avons 8 unités dans le centre d'appel. Sur ces 8 unités-là, sur chacune, il y a une personne, H24, c'est des chiffres de 8 heures de temps, donc qui est là, la personne attend un appel de détresse. Et vous imaginez qu'une personne peut appeler pour plaisanter alors que sur l'autre bout de fil, une personne qui attend, qui a une détresse réelle. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui que vous précisiez pour la communication pour le public que justement, au moment où la personne appelle pour s'amuser, il y a une autre personne qui a besoin d'aide et qui peut mourir ou qui peut avoir d'autres problèmes alors que quelqu'un d'autre s'amuse avec l'appel. Oui, tout à fait. Sur nos statistiques, par exemple, sur ces 2 ans, nous avons reçu au niveau de notre centre d'appel 272 000 appels, dont seulement 12 000 étaient des appels utiles. Bon, on comprend parfois qu'il y a des doublons en fait. Pour un accident, par exemple, il y a plusieurs appelants pour le même accident. On peut comprendre, on peut aller jusqu'à 10, mais c'est énorme. Mais parfois, il y a des appels insolites, des appels curieux, et ces gens-là ne comprennent pas qu'appeler un centre d'appel, surtout un centre d'appel d'urgence pour se plaisanter, en fait, ou pour farcer, mais il n'est pas conscient qu'il est en train parfois de commettre un homicide involontaire. Un homicide involontaire parce que ça va c'est-à-dire nous priver de la possibilité de sauver une vie qui est en attente, comme il a dit mon collègue, que parfois il y a quelqu'un qui appelle pour plaisanter, qui occupe une ligne qui peut être une ligne de sauvetage pour une autre personne. Donc ça, c'est un message aussi que nous essayons toujours de passer, expliquer à nos concitoyens vraiment que cette ligne, ce numéro 101 doit être exclusivement réservé aux détresses vitales. Et ça, c'est-à-dire, on ne cesse pas de rappeler ça. Et
bientôt, je pense que nous devons aussi mettre en place une réglementation et des textes qui peuvent vraiment décourager ou dissuader ce genre d'appel. Parce que c'est très mauvais. C'est très mauvais, certes. Si maintenant nos wheeling arrivent à couvrir en fait le besoin, mais ça ne sera pas le cas dans un avenir proche. Parce que le besoin, nous actuellement nous faisons 35 interventions par jour, mais les besoins réels sont des estimations de l'OMS varient entre 100 pour la ville de Nouakchott. Pour une population d'1,6 million, varie entre 133 et 177. Alors que nous sommes sollicités pour 35 par jour. Donc, mais avec en fait la vulgarisation et la communication. Et justement, quels sont les moyens de communication, les canaux de communication que vous utilisez aujourd'hui pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, que tout le monde puisse connaître que le 101, c'est fait pour le SAMU, pour les urgences? En fait, nous utilisons tous les moyens de communication, c'est-à-dire l'audiovisuel, c'est-à-dire la télé, les programmes radio, parce que nous avons participé à beaucoup d'émissions quand même, radio et télévisées. Nous utilisons les réseaux sociaux. Nous avons notre page Facebook et notre page LinkedIn et notre page même site web. Et nous venons juste de contracter une agence de communication aussi qui vient de nous mettre en place une stratégie de communication. Et nous sommes en train d'évaluer même notre communication parce que nous avons, chez mon cher collègue Dr Sidi Ahmed, il gère en plus la formation, le service de qualité et il vient c'est-à-dire de partager avec nous des résultats, c'est-à-dire sur l'appréciation de notre service par le public. Et nous avons vu que le moyen, parce que nous avons la première question posée, c'est-à-dire c'est des questionnaires posés aux gens qui ont déjà bénéficié du SAMU. La première question, c'est par quel moyen a-t-il découvert le SAMU? Il se trouve que les réseaux sociaux sont en première position, suivis par la radio, la télévision, les personnels soignants, personnels de santé. Et ça nous permet aussi d'évaluer toujours la satisfaction du public, surtout les gens qui ont déjà bénéficié de ça. Et nous avons actuellement quand même un taux de satisfaction qui est autour de 98% pour les gens qui ont bénéficié du système. Et aujourd'hui, comment évaluez-vous la rapidité de vos interventions? Quelqu'un qui a une urgence tout de suite, qui appelle à Nouakchott, un accident de la route, par exemple, comment ça se passe rapidement? C'est une question qui est très pertinente. Il faut savoir que ce que nous appelons dans le jargon d'urgence le temps de réponse est le premier critère sur lequel un service d'urgence préhospitalier est évalué. Donc, parce qu'il s'agit de ça. Il y a ce qu'on appelle le golden hour. Donc, c'est vraiment les 10 premières minutes qui comptent lorsqu'on a réellement une détresse vitale. Voilà. Donc, nous avons compté notre temps de réponse sur les 2 années. Il est aux alentours de 12 à 15 minutes, à peu près. Donc, nous sommes un peu en deçà des limites internationales. Ce temps, je pense, il doit être autour de 6 à 7, 8, 10 minutes en Europe, dans les pays européens. Je ne sais pas dans les pays limitrophes, puisque l'expérience du SAMI elle est également récente au Sénégal, elle est récente au Maroc. Il n'y a que peut-être l'Algérie où l'expérience remonte aux années 90, mais au Maroc et au Sénégal, l'expérience du SAMI, elle est comme la nôtre, elle n'est pas assez développée ni si ancienne que ça. Donc, je n'ai pas une idée sur le temps de réponse qu'ils ont, mais nous, quand même, nous estimons que notre temps de réponse vit notre réalité et un temps de réponse qui n'est pas mal. Pourquoi? Parce que nous avons une ville qui a une extension horizontale, donc on ne construit pas en longueur, et du coup, toute l'extension de la ville, ça va en tache d'huile. Donc, nous avons une ville qui est conçue de cette façon. Nous avons des routes qui commencent à s'améliorer, mais notre réseau routier également, il y a des choses, vraiment des axes routiers à améliorer, surtout les routes qui traversent la ville de part à part. Et nous avons également la culture également de la population par rapport à l'ambulance. Donc, souvent, les gens, il y en a lorsqu'ils entendent la sirène de l'ambulance, ils croient que les gens, qu'il n'y a pas de malade là-bas, qu'on est parti chercher de la bouffe. Oui. Voilà, donc il y a ce problème.
Mais il faut dire que depuis le début du SAMU Kami, nous avons commencé que la population commence, pour ce qui est des ambulances du SAMU, les gens commencent à libérer la route pour les ambulances du SAMU. Seulement, il y a le problème de nouvelles routes, de nouveaux axes routiers principaux qui viennent d'être inaugurés récemment. Nous espérons que le couloir qui est au milieu, par lequel passent les bus, qui est réservé pour le moment pour les bus, nous espérons qu'il y ait une autorisation de par le ministère des Transports pour également laisser les ambulances passer par ce couloir, parce que ce couloir est tout le temps libre la plupart du temps, voilà, dégagé. Et il y a des situations où l'ambulance est bloquée et la route est également avec les pavés qui est juste à côté, avec le trottoir, il n'y a pas de piste de dégagement qui permet aux véhicules de dévier, de libérer la route. Donc l'ambulance, il faut vraiment que le chemin de l'ambulance soit libre, parce que parfois c'est une question de minutes ou de secondes pour sauver les vies. Nous parlions du temps de réponse et aujourd'hui également du fait d'être très réactif, mais il y a des zones qui sont quand même un petit peu compliquées, plutôt enclavées, où il n'y a pas de route du tout, où l'accès est carrément très difficile. Comment vous faites dans ces zones-là? Tout à fait. Ça, nous l'avons prévu dans ce que le directeur vient de vous dire. Donc, les types de véhicules que nous avons 3 types de véhicules. Le premier type, c'est l'ambulance type A, donc c'est une ambulance type 4x4. Donc, parce que nous savons que même ici à Nouakchott, il y a des zones ensablées, il y a des zones d'accès difficiles. Donc, et les ambulances qui sont plus sophistiquées, le type B et le type C, ne peuvent pas traverser certaines routes. Du coup, lorsque la personne qui nous appelle donne la géolocalisation, donc on sait que cette zone-là, ensablée, on envoie carrément la 4x4 pour aller récupérer le patient, et on envoie l'autre véhicule également pour être là où il peut récupérer le patient. Est-ce que les populations comprennent que cette intervention est gratuite? J'espère bien. En fait, il faut dire, ça doit être clair, que l'intervention, le numéro d'abord, le numéro c'est un numéro vert qu'on peut appeler avec un téléphone qui n'a pas de crédit. On peut l'appeler même avec un téléphone qui ne contient pas une piste nationale. Et aussi, on peut l'appeler dans une zone où la couverture du réseau est faible. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'accès est très simple, facile et gratuit. Tous les soins que nous dispensons sont gratuits. Le patient ne paye rien, quel que soit son niveau socio-culturel, socio-économique plutôt, quelle que soit en fait sa nationalité, quelle que soit sa situation. Donc nous travaillons avec des anonymes. Donc le service de A à Z jusqu'à l'arrivée à l'hôpital, les médicaments donnés, les gestes thérapeutiques, tout ça c'est gratuit à 100%. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être clair et tout le monde doit le comprendre. Oui, nous avons ce problème parce que parfois moi-même j'ai assisté une fois à une intervention. J'étais sur la route et j'ai vu une intervention, en fait, un accident de la voie publique. Et c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire les accompagnants du malade disent que non, il faut s'assurer que c'est pas, parce qu'ils ont vu une ambulance camion propre, avec une équipe très professionnelle et disponible, avec des médicaments, ils disent que non, il faut s'assurer que c'est gratuit, parce que non, si ça doit être cher. C'est gratuit, à 100%. Donc le patient ne paye rien. Le patient ne paye rien. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui fait un peu la beauté de ce projet. Oui, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons estimer que depuis 2 ans quand même, que le SAMU a eu quand même un impact sur la réduction du taux de mortalité, justement, par exemple, sur les accidents de la route? Oui, en fait, il y a une étude qui a été faite, je pense, en 2012, sur les accidents, sur la mortalité, sur l'accident de circulation à Nouakchott, qui viennent au CHN, au Centre hospitalier national de Nouakchott. Sur cette étude, le taux de mortalité sur le lieu et au cours du transport jusqu'à l'hôpital était à 2 chiffres. Était, je pense, à 12 ou à 13%. Donc, nous avons fait le même travail sur les victimes que le dispositif de sécurité routière a secouru depuis 2019 jusqu'en 2023. Et nous avons un taux de mortalité sur les lieux et pendant le transport à 8 et quelques. Donc, nous voyons qu'il y a
4 points que nous avons retranchés à la mortalité. Et ce truc-là n'est pas une surprise parce que c'est l'OMS qui l'a dit, qui dit que la mortalité par accident de circulation peut être réduite de 25% si on met en place un système de transport médical. Alors qu'ici, il ne s'agit pas uniquement du transport, il s'agit d'un système de sauvetage parce que les unités mobiles sécuritaires ont les moyens d'immobilisation. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a une atteinte au niveau du rachis. Ils ont le collier cervical, ils ont les matelas qui permettent de geler la victime dans cette position et de ne pas aggraver le traumatisme. Ils ont les médicaments contre la douleur. Ils ont les médicaments qui élèvent la tension en cas de quelqu'un qui est en état de choc. Ils ont l'oxygène. Ils ont les garrots qui permettent d'arrêter les saignements. Et donc la plupart c'est-à-dire des causes de détresse et des causes de mortalité que ces patients-là ont, nos équipes sont outillées pour les prendre en charge. Ce qui est nouveau également, c'est quoi? C'est que nous avons constaté que depuis que le SAMU urbain existe à Nouakchott, on a eu à sauver plusieurs personnes qui avaient des accidents graves, dont les premières, c'était un motard qui a fait un accident au niveau du pont Azur, au niveau de la sortie sud de la ville de Nouakchott. Il s'est aussitôt évanoui, il est rentré dans le coma. L'équipe est venue et elle a évalué la situation. Le médecin urgentiste est venu et il lui a fait ce qu'on appelle une intubation. Il a mis une sorte de sonde qui donne l'oxygène au niveau de sa trachée pour ventiler ses poumons puisqu'il ne peut plus respirer tout seul. Récemment, donc, nous avons commencé à faire profiter parce que les gens qui étaient à Nouakchott étaient régulièrement sauvés. Qu'ils soient des hémorragies, qu'ils soient des atteintes cérébrales graves, qu'ils soient des accouchements graves, qu'ils soient des situations. Donc, et les gens de l'intérieur, nous avons commencé à voir qu'il y a un déséquilibre entre les deux. C'est pour cela, récemment, nous avons, dans le SAMI, mis en place ce qu'on appelle les interventions extramuros. Ça veut dire quoi une intervention extramuros? Ça veut dire que nous, notre médecin régulateur, il peut recevoir l'appel de n'importe quelle zone du pays. Et lorsque on est sollicité et que dans cette zone, on peut se déplacer, on déplace notre équipe. Rien que la semaine passée, il y a un médecin qui a une expérience en médecine d'urgence, qui est généraliste au niveau d'Alec. Il reçoit un enfant de 8 ans qui a fait un accident avec coma. Il est tombé dans le coma parce qu'il avait une atteinte au niveau du cerveau. Le médecin, comme il a l'expérience en médecine d'urgence, il a fait ce qu'on appelle l'intubation. Il a protégé les voies respiratoires, il a commencé à la ventiler. Mais il n'avait pas le respirateur qui permet de donner l'oxygène, des bouffées d'oxygène à l'enfant à chaque fois. Donc il était obligé de le ventiler manuellement pour le garder en vie. Il nous a appelés, et lorsqu'il nous a appelés, l'équipe d'ISAMI a pris la meilleure ambulance que nous avons, l'ambulance type C, avec un médecin urgentiste, un technicien supérieur de santé, un infirmier, un ambulancier. Et nous nous sommes donné rendez-vous à Boutilimite. Lui, le médecin, et c'est-à-dire, vraiment, je lui rends un vibrant hommage parce qu'il a sauvé cet enfant. Il a ventilé l'enfant d'Alec jusqu'à Boutilimite. Il a traversé 100 km. Et notre équipe a traversé 150 km de Nouakchott à Boutilimite pour venir avec le médecin urgentiste, le technicien supérieur, l'infirmier, l'ambulancier et surtout avec le précieux respirateur qui permet de faire la ventilation d'une façon automatique. Et ils ont branché le patient sur le respirateur. Ils l'ont amené. Le médecin régulateur leur a dit d'amener à l'hôpital mère-enfant. Il y avait une place à la réanimation qui lui a été réservée. Et au bout de 6 heures, il s'est réveillé. Voilà. Donc, ça c'est également l'exemple de ce qu'on appelle les interventions extramuros. À chaque fois qu'une équipe arrive souvent. Voilà, ça arrive souvent. Nous avons fait ça plusieurs fois. Pour ce qui est de l'accidentologie aux environs de Nouakchott, nous le faisons souvent. C'est la route d'Orosso, c'est la route de l'Espoir. On le fait régulièrement. À chaque fois que l'équipe qui est sur place juge qu'elle a besoin de moyens logistiques ou de moyens humains supplémentaires, elle sollicite. Les médecins urgentistes sont de garde H24 et ils peuvent intervenir. Chaque jour, il y a l'un parmi eux qui est de garde et il vient intervenir. Mais parfois, c'est un peu éloigné également. Mais à chaque fois que nous, on peut sauver des amis à l'information et il a les moyens de sauver, on intervient. Donc, il y a dans un avenir proche quand même une vision d'extension justement de votre SAMU à travers toute la Mauritanie. Tout à fait. En fait, nous avons une vision, c'est-à-dire que nous venons juste de finaliser notre vision jusqu'à 2030. Une vision globale qui prend tous les aspects, en fait, les aspects techniques, les aspects équipements, les aspects extension, les investissements, et aussi l'aspect financier. Comment
garantir au SAMI sa pérennité, en fait, avec un financement pérenne, parce qu'on ne peut pas faire cette extension avec le même financement de l'année passée. Donc, nous avons une vision qui est complètement complète pour cette extension. Cette extension nous permettra, c'est-à-dire, par exemple, pour l'année, la fin de l'année, le deuxième semestre 2025 et le premier semestre 2026, nous allons mettre en place ce que nous appelons le SAMI du littoral, en fait, c'est-à-dire au niveau de la ville de Nouadhibou, au niveau de la ville de Rosso, au niveau de la ville de Boutélimite, et avec, c'est-à-dire, développement aussi des unités médicales de sécurité routière qui se trouvent, les 9 unités qui se trouvent sur ces axes routiers entre ces 3 villes. Et chaque fois, parce que vous savez qu'il y a aussi un autre problème, on ne peut pas implanter un SAMI dans une ville qui n'a pas d'hôpital de référence. Donc, il faut qu'il y ait un hôpital départemental au niveau de chaque département pour implanter le SAMI. Ce qui fait du SAMI un véritable levier du système de santé mauritanien, parce qu'on va obliger le système de santé à mettre des hôpitaux départementaux au niveau des différentes villes. Et après le SAMI du littoral, nous allons mettre en place le SAMI de l'Est, qui va de Kifa jusqu'à en fait les frontières est sud-est de la Mauritanie. Et après, nous allons mettre en place le SAMI du sud, qui s'occupe un peu de la vallée, en fait, de Rosso jusqu'à Sélibébi. Et nous allons après mettre en place le SAMI du centre, qui va drainer tout le Tagan, l'est du Trerza, le nord du Bakna, l'ouest de la Saba. Et enfin, le SAMI du nord, qui va aller d'Agjoust, parce qu'avant Agjoust, c'est du SAMI du littoral, d'Agjoust jusqu'à Zouérat. Donc en fait, notre vision, c'est dans l'horizon de 2030, tous les Mauritaniens, ou les résidents sur le sol mauritanien, bénéficieront de ce service, qui est vital. D'où l'importance d'un partenariat ou de partenaires solides. Comment ça marche aujourd'hui? Il faut quand même un gros financement, de gros financements pour ça. Oui, tout à fait. En fait, nous avons déjà commencé ce projet avec un partenaire que nous remercions de passage, un grand partenaire qui est la coopération espagnole, à travers le SAMI de Madrid, qui a assuré notre coaching en fait durant ces 2 ans. Donc, il est toujours avec nous, il travaille avec nous, et nous commençons à avoir des partenaires régionaux et des partenaires internationaux. Nous commençons à signer des conventions maintenant avec quelques pays du Maghreb, la Tunisie et l'Algérie, et aussi avec 2 SAMI en France, le SAMI 93 de Paris et le SAMI 35 de Rennes. Et en fait, nous avons besoin d'un partenariat, nous aurons besoin certainement d'un financement aussi bien étudié et bien préparé, avec des sources claires et nettes et pérennes en fait. Donc, je vais juste compléter ce que venait de dire mon collègue. C'est les mortalités. Vous savez, en Mauritanie, nous avons certaines mortalités quand même inquiétantes. C'est-à-dire, au-delà de la mortalité de maladies infectieuses, particulièrement le paludisme, nous avons une mortalité maternelle et infantile qui est très importante, très inquiétante et alarmante même. 424 décès maternels par 100 000 naissances vivantes, ce qui est un chiffre très important. Par exemple, dans notre sous-région même, pour ne pas aller plus loin, au Sénégal, ils sont à moins de 200. Au Maghreb, dans les pays du Maghreb, ils sont à 2 chiffres, c'est-à-dire moins que 100. Dans les pays d'Europe européens, maintenant, ils sont à un seul chiffre. Et il y a même l'Assiette qui a fêté l'année passée une année sans aucun décès maternel. Donc ça, c'est un objectif. Et nous avons, en fait, ça nous fait une grande fierté d'avoir intervenir dans à peu près 168 cas de prééclampsie, en fait, l'hypertension chez la femme enceinte dans le 3e trimestre, où il faut faire c'est-à-dire une réanimation rapide, intuber la patiente et l'amener directement au bloc opératoire, parce que le geste qui va sauver la mère et l'enfant, c'est l'extraction du bébé par césarienne. Donc, 168 cas où nous avons assuré l'intervention sur le lieu, parce que des femmes qui convulsent, qui nécessitent une sédation, une intubation, une réanimation, et nous l'avons préparé de telle sorte de l'amener directement au bloc opératoire où
c'est-à-dire avec la régulation médicale, nous trouvons une équipe chirurgicale qui nous attend et en fait, ils font directement, ils font rentrer la maman dans le bloc opératoire, ils font la césarienne pour l'extérieur et nous sauvons les bébés et la maman. Donc, on ne peut pas imaginer mieux. Ce qui fait le charme, en fait, de notre travail, c'est qu'avec chaque intervention, il y a une histoire humaine. Un accident de la voie publique, un accouchement difficile à domicile, où nous arrivons à sauver la maman et son bébé gratuitement, un enfant qui convulse, un poignardé que nous sauvons. Donc, par exemple, il y a aussi une autre mortalité qui commence à être inquiétante, c'est les urgences vasculaires, en fait. Les AVC, mais aussi les angines de poitrine. Où nous arrivons maintenant, les cardiologues maintenant, nos collègues cardiologues sont contents parce que nous arrivons quand même à Nouakchott à les amener des malades, ce genre des urgences, c'est-à-dire dans le délai est de 6 heures de temps. Donc, parce qu'après 6 heures de temps, c'est déjà parti. Le muscle cardiaque est déjà nécrosé, donc on n'aura plus rien à faire. Donc c'est quelque chose qui est très important. Nous avons un projet très ambitieux maintenant de commencer à Nouakchott et dans les grandes villes un projet de thrombolyse. Vous savez qu'il y a des injections que nous administrons pour dissoudre le caillou. Donc, ce qui est très coûteux. Et puis, nos moyens ne permettent pas. Nous avons quelques salles de cathé au niveau de Nouakchott qui peuvent faire l'angioplastie. Mais avec cette technique de thrombolyse, nous pouvons sauver les patients. C'est-à-dire dans le délai. Ce délai, il est de 6 heures pour les urgences cardiaques, mais il n'est que de 3 heures pour les urgences cérébrales. Alors, je vous vois très, très passionné, messieurs. Nous arrivons presque à la fin, enfin, pas presque, nous arrivons à la fin de l'émission. Mais quel est le message aujourd'hui que vous aimeriez faire passer aujourd'hui pour faciliter déjà le travail, que ce soit pour la population mauritanienne, que ce soit vos partenaires, que ce soit même l'État mauritanien aujourd'hui, parce que vous faites quand même un travail qui est très, très important. Oui, en fait, comme vous savez, le SAMI est un service qui sauve des vies. Donc on ne peut pas imaginer un service plus intéressant que ça et plus vital que ça. La Mauritanie l'a installé un peu tardivement par rapport au reste du monde, mais l'avantage, c'est qu'avec la nouvelle technologie, le partage de l'information et des connaissances en temps réel, on peut se rattraper facilement. Pour se rattraper, il faut des moyens, il faut un soutien. C'est-à-dire de tout le monde, en fait, un soutien du gouvernement, un soutien de la population, un soutien des partenaires. Que je vous souhaite. Avec c'est-à-dire la vitesse et avec laquelle nous avons pu évoluer sur des ans, si nous continuons avec cette vitesse, avec cette volonté, avec cet engagement de tout le monde, je pense que dans 2 ans, 3 ans, avant quand même 2030, nous pouvons vraiment espérer avoir un SAMI et donner cette chance à tous les citoyens et résidents sur le sol. D'accord, merci beaucoup. Un dernier mot rapidement, docteur Sid Ahmed. Merci. Bon, en fait, le dernier mot sera à la population. Pour la population de Nouakchott, je les invite, chaque personne qui a une détresse ou a une maladie ou qui fait un accident, je les invite à appeler le 101. Le 101. Ça doit être le premier réflexe, que ce soit à l'école, que ce soit à l'usine, que ce soit au port, que ce soit en ville, que ce soit à la maison. Donc n'importe quelle détresse, n'importe quel problème. Et je dis souvent, les médecins sont connus par le fait de ne pas décrocher le numéro de téléphone souvent. Mais le 101, tout le monde décroche. Voilà, le seul médecin qui décroche son téléphone, c'est le médecin du SAMI et il est joignable au 101. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, docteur Cheikh El Moustapha Rabie. Vous êtes le directeur du SAMU. Merci également à vous, docteur Sid Ahmed Limam, chef du département formation et qualité du SAMU. Merci vraiment, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Et merci pour toutes ces informations et pour tout ce que vous faites pour la population mauritanienne. Merci également à vous, chers téléspectateurs, et toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et bonne soirée.